dire avec des engagements qui sont différents. Ce que l'on comprend après avoir écouté à la fois Maxime et Valérie, c'est que le défi, c'est l'intégration. L'intégration de ces capitaux sociaux et naturels. Prévoir l'amortissement, comme on prévoit l'amortissement du capital financier, ça paraîtrait assez basique. On pourrait même se dire que c'est bizarre qu'on n'ait pas pensé dès le départ à organiser notre vie de cette manière cohérente. Et donc, cette révolution comptable qui est envisagée oblige à reconsidérer les richesses, la fabrique de la valeur, les limites planétaires, sachant que des conventions anciennes ne sont plus valides. Alors, ce défi que nous allons expliciter avec vous se caractérise par 3 dimensions que vous allez chacun pouvoir développer. D'abord, avec Sophie Ménard, je crois que nous allons pouvoir caractériser les capitaux à préserver comme, en l'occurrence, la biodiversité, plutôt dans votre expérience, mais aussi la qualité de l'eau, de l'air, les équilibres des socio-écosystèmes. Et donc, vous allez nous dire ce que l'on entend par tout un tas de termes qu'on a du mal à saisir de point de vue de leurs enjeux: empreinte, impact, métrique. Voilà, j'espère que vous allez enfin un peu nous éclairer, parce que c'est quand même un acquis difficile. Ensuite, Alexandre, bien sûr, on l'attend sur ce sujet central de l'intégration des choses qui sont aujourd'hui placées dans l'extra-financier. Alexandre a publié la semaine dernière dans Le Monde une proposition politique qui est de développer une déclaration des performances intégrées. Donc il va certainement évoquer cette chose-là, qui est d'actualité, brûlante, et il exposera comment on peut remettre ainsi l'économie sous maîtrise des sociétés humaines, elles-mêmes en dépendance de la biosphère, comme je l'ai expliqué en référence à Pauline. Et puis, évidemment, merci Philippe d'être avec nous, puisqu'il s'agit du monde financier qui doit bien pouvoir s'orienter avec des boussoles nouvelles. Puisque si on continue à signaler aux financiers que la valeur est dans le pétrole, eh ben, ils vont continuer à être dans ce champ-là. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer les leviers pour réorienter le monde économique en donnant aux investisseurs des boussoles pertinentes pour soutenir cette transition? Et la question qu'on a préparée ensemble avant cette table ronde, c'est eh bien aussi d'éclairer les financiers, les investisseurs, sur les risques croissants d'échouage de leurs actifs. Et donc, quels sont les repères structurants donnés par les 17 ODD, qui peuvent être considérés comme une sorte de business plan de la planète, et en quoi on peut compter sur la taxonomie européenne pour faire bifurquer le système. Et bien voilà, vous êtes dans un beau casting. Sophie Ménard, je vous laisse vous exprimer quelques 5-8 minutes de façon à ce qu'on ait ensuite un échange avec la salle. Merci beaucoup Dorothée. Effectivement, je ne sais pas si je vais clarifier toutes ces questions, mais en tout cas, je vais tenter de le faire. Les questions impact, empreinte, etc. Déjà, dans un premier temps, rappeler que finalement, on est dans une dynamique assez particulière. Je pense que vous en êtes tous conscients. La dynamique d'érosion de la biodiversité dont on parle, et finalement, ce n'est pas l'extinction des espèces qui nous inquiète tant que ça, c'est la dynamique et le rythme d'érosion. Désormais, on est à 100 ou 1000 fois plus, un rythme 100 à 1000 fois plus important qu'auparavant sur cette dynamique d'extinction. Et c'est bien ça qui remet les choses en question, c'est-à-dire que l'effet boule de neige est beaucoup plus important qu'auparavant, et ça engendre directement des questions importantes sur la persistance de l'être humain sur Terre et aussi plus globalement du vivant. Et c'est pour ça qu'on arrive à un moment donné à parler de limites planétaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vivre indéfiniment de cette manière-là, la dynamique d'érosion est importante, et on estime en moyenne, en utilisant la métrique MSA, donc la moyenne spécifique d'abondance. C'est une métrique qui est utilisée pour représenter d'une certaine manière la biodiversité et le vivant qui est présent sur Terre.
Et donc 100% correspond à une forêt primaire et 0% correspondrait à un parking complètement imperméabilisé. Et finalement, on estimerait, d'après les scientifiques, qu'à 72%, on serait sur la zone, finalement, une sorte de seuil entre une planète qui serait fonctionnelle, donc au-dessus, et en dessous, on se situe dans une zone d'incertitude. Il faut savoir qu'actuellement, on se situe à peu près à 65%, et si on continue ainsi, on sera aux alentours de 58% en 2050. Et donc on voit rapidement que si on continue à vivre d'une certaine manière le business as usual, on va encore continuer dans cette dynamique d'érosion pour arriver finalement à une catastrophe, hein, potentiellement à l'échelle planétaire. Donc la question de la mesure de l'impact, de l'empreinte biodiversité est derrière tout ça. C'est-à-dire que pour réussir à ralentir cette dynamique d'érosion et finalement rester dans des limites planétaires qui restent supportables pour le vivant, et effectivement j'inclus l'être humain dans le vivant, mais ce n'est pas seulement l'être humain, la question est bien de savoir comment pouvoir mesurer nos impacts, donc nos activités courantes, que ce soit les impacts des entreprises, que ce soit les impacts même individuels, et ensuite les transformer pour avoir tous le même langage d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des rapports en disant telle entreprise a tel impact. Donc pour les impacts, on utilise de plus en plus communément les impacts des derniers travaux de l'IPBES, donc les 5 grandes catégories de pression. Et donc on peut très bien dire, voilà, moi j'ai des impacts sur le changement d'usage des sols, moi j'en ai sur les pollutions, sur les espèces exotiques, etc. Et en fait, derrière tout ça, la question c'est de savoir que représente, comment traduire les différents impacts. Et donc la question de la métrique, de la mesure, de l'empreinte biodiversité rentre ainsi en jeu, puisque l'idée c'est d'utiliser une unité unique, un peu comme la tonne équivalent carbone l'est pour le climat, d'utiliser une métrique, dont je parlais de la MSA tout à l'heure, la moyenne spécifique d'abondance. Et donc cette métrique permet d'avoir un référentiel, d'avoir un langage commun qui permet à tout un ensemble d'experts, mais pas seulement experts, puisque même vous au quotidien, même si vous n'utilisez pas et que vous ne calculez pas de manière détaillée la tonne équivalent carbone, vous comprenez les ordres de grandeur quand on parle de l'aviation ou d'autres domaines. La logique pour la biodiversité, c'est exactement la même, c'est-à-dire qu'on va avoir un ordre de grandeur qui va nous permettre d'avoir une sorte d'évaluation de l'empreinte biodiversité. Et donc pour atteindre cette métrique, donc la MSA est une proposition de métrique parmi d'autres, hein, c'est une proposition qui est faite et à laquelle on contribue, mais ce n'est pas la seule. Et donc l'idée c'est d'aboutir à un moment donné à un alignement des métriques, parce que vous voyez très rapidement que s'il y a une multitude de métriques, le langage va devenir très confus et finalement personne ne pourra discuter, personne ne pourra échanger, personne ne pourra se comprendre. Et donc pour le climat, ils sont parvenus à la tonne équivalent carbone, quid pour la biodiversité. L'objectif de tous les acteurs, et on en fait partie, hein, tous autour de la table présents aujourd'hui en tout cas, et nombreux d'entre vous dans la salle, vise bien un alignement des différentes méthodologies pour parvenir justement à avancer dans le même sens et ne pas dépasser les limites planétaires. Si on regarde le zéro draft qui est sorti de la Convention sur la diversité biologique et qu'on met ça en rapport avec les limites planétaires, la logique c'est de stopper la courbe d'érosion de la biodiversité, donc d'arriver à un pas de perte nette en biodiversité à horizon 2030, et ensuite d'inverser cette courbe pour retourner dans une zone plus confortable où les écosystèmes fonctionneraient. Et donc si on suit le zéro draft, on arrive à une logique qui dépasserait les 72% qui seraient donc dans une zone fonctionnelle à partir de 2045-2050 probablement, et on reviendrait dans une zone beaucoup plus confortable. Et donc pour ce faire, CDC Biodiversité, à la demande de la Caisse des dépôts, a développé l'outil GBS, Global Biodiversity Score, qui permet justement de faire une évaluation des empreintes des entreprises et des institutions financières pour savoir quelle est leur empreinte biodiversité. Et en fait, c'est pas juste le fait de savoir quelle est l'empreinte biodiversité qui intéresse. Ce qui intéresse derrière, c'est de savoir quelles actions on va pouvoir mettre en place en fonction de la quantification des impacts qu'on a pu évaluer. Donc finalement, ça rentre dans une stratégie qui est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que finalement, celui qui va évaluer son empreinte biodiversité, l'idée c'est surtout pas de le stigmatiser, bien au contraire, c'est de l'encourager dans une dynamique de prise de conscience
et de réévaluation de sa politique, de sa stratégie plus globale, pour s'insérer dans un modèle potentiellement plus augmenté de comptabilité écologique qui est possible, puisque le GBS en fait, va calculer les flux, c'est-à-dire les impacts, qu'est-ce qui se passe entre un moment donné et un autre, et puis ensuite recalculer à différents temps. Et donc on est sur une évaluation des flux, ce qui rentre tout à fait en combinaison avec la logique de comptabilité écologique, puisqu'on a une évaluation des stocks et des flux. Et donc l'idée, c'est pas d'opposer les différentes méthodes et méthodologies, mais c'est bien de chercher une combinaison finalement entre tout ce qui existe. Hein. J'évoquais le fait d'un alignement tout à l'heure. Alors avec la comptabilité claire, on n'est pas dans un alignement, mais on est vraiment dans une logique de complémentarité en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai développé tous les angles et si j'étais suffisamment claire. Mais... Vous allez revenir, ne vous inquiétez pas. Alexandre va nous inciter à aller creuser et on va pouvoir faire circuler votre question réciproque. Alexandre. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation à parler et à discuter. Alors déjà, la déclaration, enfin la tribune sur la déclaration des performances intégrées a été d'ailleurs co-signée par Mirova. Et justement, cet enjeu de l'intégrativité et ces défis de diversité qui a contribué activement aux emplois. Donc la question de l'intégrativité est totalement fondamentale, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a pu être dit avant. Et c'est quelque chose même qui a été... c'est une ambition qui a été soulignée d'ailleurs par le premier rapport du plan d'action pour une finance durable européen, où il a été demandé qu'il devait y avoir une ambition de convergence entre le financier et l'extra-financier. Donc il y a vraiment une demande forte. Alors après, la réalisation est plus complexe, on va dire. Après, la problématique qui va se poser, évidemment, c'est, une fois qu'on a dit ça, justement, il y a des controverses sur la façon de travailler sur cette intégrativité, sur la connexion entre financier et extra-financier. Et c'est là où le point fondamental commence à se poser, qui est, j'appellerais, alors ça c'est une grande, on va dire, dichotomie, un grand dualisme comptable historique entre des approches en valeur et des approches en coût, pour le dire simplement. C'est-à-dire avec une idée, soit on va considérer que les enjeux socio-environnementaux sont approchés en fait par les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rapporte, ou alors par une idée de, eh bien, fondamentalement, il y a des obligations de respect vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis des entités naturelles, et donc il y a des coûts qui doivent être passés pour assurer ce respect. Et ça renvoie à deux visions, encore une fois, radicalement différentes du problème, sachant d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la taxonomie, dont je pense on parlera après, donc l'Union européenne qui vient de passer un règlement visant à donner une taxonomie des activités dites vertes, il y a une demande justement de faire ces débuts de connexion sur une base notamment de dépenses, c'est-à-dire de montrer les dépenses qui sont affectées réellement à des activités qu'on peut dire vertes et qui sont clairement explicitées dans le règlement. Et donc, il y a une certaine volonté, on va dire, dans l'Union européenne, d'avoir cette approche par les coûts. D'ailleurs, c'est une vieille tradition européenne, la comptabilité, c'est pour refléter d'abord les coûts, c'est-à-dire savoir sur quelle base on travaille, savoir en fait reconnaître la dette que l'on a vis-à-vis, alors historiquement, des apporteurs d'argent, mais du coup, l'idée, ce serait aussi d'arriver à reconnaître la dette que l'on a vis-à-vis des écosystèmes, vis-à-vis des êtres humains, salariés et autres, et non pas de passer sur une autre vision qui malheureusement tend à se développer aussi très activement à l'international et qui est plutôt majoritaire, qui est de dire, quand on va faire de l'intégrativité, ça va être sur une base de, encore une fois, combien est-ce que la nature peut rapporter en plus, combien est-ce que les êtres humains peuvent rapporter en plus, combien le savoir peut rapporter en plus, combien les compétences peuvent rapporter en plus. Et quand je dis rapporter en plus, c'est souvent sous l'angle de combien est-ce qu'on peut accroître, de combien on peut accroître la valeur actionnariale
de par donc, une montée en compétences, une montée en savoir, une montée des caractéristiques environnementales, etc. etc. Le problème, on pourrait dire, mais finalement, bon, c'est pas mal non plus, éventuellement. Le problème, et c'est là où on arrive sur des écueils assez fondamentaux, c'est que dans le cadre, notamment environnemental, on a des résultats, des modèles, des tests sur le terrain depuis les 70, hein, je ne parle pas de choses qui sont très récentes, qui démontrent que quand on fait des approches par les valeurs, c'est-à-dire on gère juste de la valeur, c'est-à-dire, pour le dire encore plus clairement, cette idée que la comptabilité devrait juste être une caisse de résonance de combien est-ce que les services écosystémiques sont capables d'apporter en plus, et si je gère, si j'en prends trop maintenant, du coup je vais avoir une chute de mes services pour plus tard, et donc je vais essayer de faire une analyse en fait entre les gains et les pertes de services, entre les gains et les pertes donc, de ce que peut me rapporter la nature et les êtres humains. En fait, on a tous les modèles qu'il faut pour montrer que les trajectoires en fait, de gestion ne sont pas du tout durables et conduisent à des approvissements systématiques écosystémiques. Et donc, à un moment donné, si on veut véritablement faire quelque chose qui soit durable, il faut reconnaître un point fondamental qui est la nécessité d'avoir des préservations. Préservation de stocks, donc dire par exemple au niveau du climat, c'est une trajectoire de degrés, point à la ligne. Ce sont des enjeux qui sont déterminés politiquement, qui sont déterminés scientifiquement, en collaboration. Ce n'est pas déterminé par une analyse purement économique. De la même façon, au niveau des écosystèmes, il y a un travail qui doit être fait scientifiquement et politiquement. Et ensuite, c'est à l'économie et à la comptabilité, justement, de récupérer ces données-là et de structurer correctement les coûts pour y arriver, c'est-à-dire avoir un accompagnement pour y arriver, de comprendre quelle est la façon de représenter ces coûts. D'ailleurs, au passage, je peux citer une initiative comme Cécile Patron, qui justement, qui a réussi en montrant ces coûts, à montrer ces coûts nécessaires supplémentaires qui ne sont pas passés, arrive à générer de nouveaux consentements à payer, c'est-à-dire en disant, écoutez, si votre brique de lait, vous arrivez, si vous acceptez de la payer 2 centimes de plus, vous allez faire en sorte que l'agriculteur puisse partir en vacances ou que les vaches soient mieux traitées. Donc en fait, c'est ça, c'est ces coûts-là en fait, qui ne sont pas en fait actuellement dans la comptabilité, et qu'il faut arriver à mettre en avant, et de façon avec une vraie valeur informationnelle, c'est-à-dire arriver à savoir exactement ce qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a donc ces deux orientations-là, au niveau de la comptabilité, qui commencent vraiment à structurer le paysage. Alors par exemple, à titre d'exemple, CARE a été une des initiatives premières à vouloir structurer complètement donc, la part coûts et dettes. Au passage, on va lancer le cercle des comptables environnementaux et sociaux qui justement va canaliser toutes les expérimentations autour de cette vision-là donc en coût. Et donc, comme je le disais, je pense, à mon avis, qu'il y a une vraie émergence d'une vision européenne versus une vision assez anglo-saxonne, si on veut être très schématique, qui est en train d'établir quelque chose en disant il y a des choses à préserver, il y a en fait des coûts, il y a une structuration des coûts derrière. L'investissement, ça doit être un investissement sur cette base-là, et la finance doit être orientée vers des flux réels qui doivent servir à couvrir des coûts nécessaires pour être alignés avec cette préservation. Et donc voilà, il y a cet enjeu-là qui est absolument essentiel dans l'intégration, sur lequel il faut avoir en tête. Verdir des comptes, ce n'est pas suffisant. L'intégrativité, c'est fondamental, mais il y a aussi cet enjeu primordial qui doit être pris en compte. Merci beaucoup Alexandre Rambaud. Je vais passer la parole à Philippe Zawadi sur ces boussoles. Est-ce qu'on avance? Est-ce que vos collègues investisseurs évoluent? Est-ce qu'on peut espérer des comportements de réinvestissement, des investissements dont on a parlé ce matin, qui soient cohérents avec ce que vient de dire Alexandre Rambaud? Merci. Merci de l'invitation. Deux mots quand même pour dire ce que c'est que Miroir, parce que je pense que pas tout le monde connaît. Une société de gestion d'actifs qu'on a créée au sein du groupe Natixis il y a une dizaine d'années maintenant, un petit peu moins, avec l'ambition de se focaliser vraiment sur les enjeux environnementaux et sociaux et donc d'investir des actifs en prenant en compte les impacts environnementaux et sociaux de façon systématique, avec autant de conditions que possible. On gère aujourd'hui 15 milliards d'euros dans une centaine de personnes à Paris, Boston, Londres, et on investit à la fois dans des actifs classiques, actions, obligations, mais aussi directement dans des projets dans le domaine de la transition écologique, énergétique, capital naturel, notamment
d'investissement dans la restauration des terres et la conservation des forêts et des océans. Évidemment, nous, on a construit toute cette logique-là en partant du constat, effectivement, que les outils existants ne donnaient pas les bons indicateurs. La compta, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis très perdu dans les débats et dans les questions. Alors j'ai mes deux parents avec les comptables, mais alors par un réflexe sans doute de rejet, j'ai beaucoup de mal. Mais je voulais peut-être dire deux, trois choses. Il y a la compta, mais il n'y a pas que la compta, il y a aussi le fonctionnement des marchés financiers, de façon générale, qui est basé, évidemment, la compta est un des outils clés de ce fonctionnement des marchés financiers. Mais derrière, il y a tout ce fonctionnement des marchés financiers. Et aujourd'hui, je peux noter les notions de verdissement, par exemple, tout ce qu'on a fait en termes de finances durables ces 10 dernières années, ça a consisté pour l'essentiel à verdir un certain nombre de marchés. Verdir le marché des obligations, créant des obligations vertes, verdir le marché des fonds d'investissement. Et quand je participais au groupe d'experts de la Commission européenne en 2018, le mandat qu'on nous a donné, c'est faites-nous des propositions pour rendre le système financier européen plus soutenable. Vaste champ énorme. En 2018, il était jamais trop tard pour bien faire. 10 ans après la crise financière, la Commission européenne nous a posé cette question. Et en fait, pendant un an, on a travaillé, on était 20 personnes, ONG, banquiers, assureurs, etc. Et en fait, tant qu'il s'agissait de verdir le système, de créer de nouveaux marchés, de trouver de nouvelles opportunités d'investissement, de réallouer du capital, de faire de la transparence, tout ça, on a trouvé du consensus. On a réussi à avancer, et d'ailleurs, la Commission européenne a fait un premier plan, on va faire un deuxième plan sur la finance durable, dont la taxonomie est un des éléments, qui est allé dans ce sens-là. Et on a réussi à trouver du consensus. Dès qu'il s'est agi de toucher au cœur du système, c'est-à-dire au fonctionnement des marchés lui-même, je pense à taxe sur les transactions financières, je pense à trading de haute fréquence, je pense à pré-emprunt de titres, je pense à l'utilisation des produits dérivés, tous ces sujets-là, alors là, c'était terminé, il n'y avait plus de consensus possible, et on était dans la dichotomie que vous avez dit, qui est en gros les anglo-saxons contre les autres, et du coup pas du tout d'ailleurs les ONG contre les autres. Parce que, assez étonnamment, parce que certaines ONG anglo-saxonnes étaient plutôt sur cette position-là. Donc, travailler, s'attaquer au cœur du système est une évidence, et donc la compta fait partie du cœur du système, et donc il faut s'y attaquer. Après, juste simplement, je pense que c'est une question de timing. Est-ce qu'on n'arrivera à changer le temps comptable suffisamment vite pour sauver le climat? Moi, j'y crois pas. Et j'y crois pas pourquoi? Parce que précisément, on a, sur les normes comptables, complètement lâché l'affaire il y a déjà très longtemps. On a délégué ça à des institutions internationales, essentiellement pilotées par les anglo-saxons et les américains, qui fait qu'aujourd'hui, la Commission européenne a relativement peu de poids et peu de choses à dire là-dessus. Et alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, m'inquiète beaucoup même, c'est que sur l'extra-financier, on est en train de faire la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'extra-financier? Les premières agences de notation extra-financière, elles étaient françaises et européennes. J'étais à Rez, Vigéo, voilà. Et c'était il y a à peine 15 ans. C'était il y a à peine 15 ans, et 15 ans plus tard, quelle est la situation? Toutes les agences extra-financières sont américaines aujourd'hui. Toutes. C'est-à-dire que toutes les agences européennes se sont fait manger par les Américains. Vigéo, Com, Eris, etc. Aujourd'hui, elles appartiennent toutes à 4 acteurs américains, Morningstar, ISS, MSCI, etc. Et donc ça, c'est une vraie problématique, parce que l'extra-financier, moi je pense qu'il y a une unicité l'extra-financier, on va avoir un débat là-dessus, mais simplement l'extra-financier, quand on dit extra-financier, on n'a pas dit grand-chose. Faire de la notation extra-financière, si c'est dans une philosophie comme c'est le cas de beaucoup d'agences américaines, qui est de dire l'extra-financier nous intéresse à condition qu'il soit matériel d'un point de vue financier, on a repoussé la boucle et ça ne sert plus à rien. Et c'est le cas, la matérialité est un des éléments clés de la philosophie de recherche et d'analyse de certaines agences extra-financières. Donc, ce qui veut dire que, en fait, un des points clés, c'est la question de la souveraineté.
C'est-à-dire que si on ne considère pas ces éléments-là, ces éléments de normes, comme des éléments de souveraineté, on est foutu, évidemment, parce qu'après, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière et d'avancer. Et donc ça, c'est une question assez intéressante, parce que finalement, la souveraineté, on n'en parlait pas beaucoup, mais là, cette année, avec la crise sanitaire, on s'est remis à parler de souveraineté. Et donc, moi, voilà, c'est ce message-là que, ok, on parle de souveraineté pour fabriquer des médicaments, pour relocaliser l'industrie, il faut aussi parler de souveraineté sur les normes, et notamment les normes financières et extra-financières. Voilà, alors après, nous, sur la partie extra-financière, on a essayé de faire le job autant que possible, et là, le diable est dans le détail, dans la façon évidemment, de fabriquer ces normes et ces indicateurs, d'où évidemment l'importance du travail d'experts, d'identité biotique, qui apporte vraiment de la connaissance approfondie sur une donnée, qui en l'occurrence c'est de la biodiversité. On a eu la même chose sur le carbone. Sur le carbone, on dit c'est simple, c'est la tonne d'équivalent carbone. On sait très bien que c'est pas simple et qu'il y a pour le coup des tonnes d'indicateurs carbone qui ne veulent rien dire, qui circulent et qui sont utilisés, y compris par les financiers. Nous, on avait travaillé longuement avec Carbone 4 pour essayer justement de travailler sur ces sujets-là et d'apporter une connaissance approfondie, indicateur par indicateur, et aller, je terminerai juste là-dessus, aller un petit peu à l'encontre de ces soi-disant reporting d'impact qu'on voit fleurir un peu partout et qui consiste à aller chercher dans les ODD quels sont les ODD sur lesquels on travaille et de mettre les codes couleurs correspondant à ces ODD sur un document, et puis ensuite de rajouter tout un tas d'indicateurs qui ne veulent souvent rien dire, comme par exemple, et je le vois, on l'a vu sur plein de fonds, des fonds d'investissement qui indiquent la consommation d'eau moyenne de leur fonds, ce qui évidemment est totalement absurde et inintéressant, parce qu'on ne sait pas où a été utilisée cette eau, est-ce que c'était en Norvège, est-ce que c'était en Sahel, et donc voilà, donc là il faut aussi se battre contre quelquefois la tentation de vouloir faire de la communication avec des indicateurs qui peuvent paraître comme ça sympathiques et frappants, mais qui en réalité apportent peu de valeur ajoutée. Merci, mais on vous attend quand même sur cette question des indicateurs, parce que je crois que vous avez un chantier avec Sycomore, AXA, BNP Paribas. Bien sûr, oui, vous me donnez 5 minutes, alors après, bien forcément... Bien sûr. Non, mais sur ces indicateurs, plusieurs choses. Sur le sujet du carbone, j'en ai parlé, donc on a travaillé depuis 5 ans avec Carbone 4 pour développer une méthodologie qui ensuite, notre philosophie, c'est d'essayer de créer du marché et ensuite d'être dans l'open source, dans des choses qui ne sont pas propriétaires pour qu'elles deviennent effectivement des standards. Donc ça a été le cas sur le carbone avec cette méthodologie qui était la première à inclure scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire donc émissions directes, émissions indirectes, mais aussi émissions évitées, c'est-à-dire quel est l'impact des produits et services qui sont fabriqués par l'entreprise sur les émissions futures. Quand vous fabriquez je sais pas moi, une éolienne, potentiellement vous avez un impact qui va permettre de réduire les émissions dans le futur. Donc ça, prendre en compte ça. Donc là aussi, une notion de flux de stock en quelque sorte, d'une certaine façon, puisque c'est de se dire voilà, comment ça va construire effectivement de la réduction d'émissions dans le futur. Sur la biodiversité, de la même façon, aujourd'hui il y a très peu de chiffres. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que les financiers, qui sont les acheteurs potentiels de ces données, donnent un signal et disent voilà, nous on va acheter ces données quand elles existeront. D'ailleurs, allez-y, fabriquez-les parce qu'on va les acheter. Donc c'est ce qu'on a fait en faisant un consortium avec trois autres grands acteurs financiers français, donc AXA, BNP, Sycomore, et puis donc Pivora. On a lancé un appel à la candidature, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel à la candidature auprès des fournisseurs de données, en leur disant aujourd'hui vous ne produisez rien sur la biodiversité, allez-y, faites-nous des propositions, et on va en choisir un, en tout cas à qui on va déjà commencer par faire un premier chèque en quelque sorte en s'engageant à acheter ces données pendant 3 ans. Et donc ça, cet appel à la manifestation d'intérêt a très bien fonctionné. Il y a eu une dizaine de réponses, des grandes structures, y compris américaines, qui ont répondu, et beaucoup françaises.
Et ça a été extrêmement vertueux. Alors, on a annoncé le résultat, celui avec qui on va travailler hier. Mais au-delà de celui avec qui on va travailler, je pense que c'est surtout intéressant, c'est que ça a lancé le marché. C'est-à-dire qu'il va y avoir non seulement l'offre de celui avec qui on va travailler là, à court terme, qui va être lancée, mais il y a plein d'autres qui vont être lancées en parallèle. Et donc ça, c'est super. Ça veut dire que le marché commence, il y a des acheteurs et il y a des fournisseurs, et on va voir comment il va se structurer. Qui est cet eurocandidat? L'eurocandidat, c'est un consortium, enfin, une association entre deux structures qui s'appellent Iceberg Data Lab et ICARE. Voilà, donc qui sont des petites structures qui sont, on va dire, c'est ce qu'on appelle un fintech aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont investir beaucoup dans de la technologie. Pour que ça fonctionne, ça, il faut quoi? Il faut une méthodologie qui soit forte, qui soit bien ancrée. Typiquement, le travail que CBOD et tout ce qui est autour du MSA, donc c'est bien là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et puis ensuite, il faut du capital, enfin, il faut une approche industrielle de la donnée. Et donc ça demande un peu d'investissement pour l'informatique. Parce qu'en fait, en réalité, les investisseurs comme nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, c'est d'avoir une méthodologie appliquée à une entreprise précise et que ce soit le plus précis possible. Ça nous intéresse. Et ce qui nous intéresse aussi, et surtout, j'allais dire, en premier temps, c'est d'avoir cette même donnée sur 1000 ou 2000 entreprises. Parce que sinon, on ne peut pas faire notre job de sélection, de fabrication de reporting, d'approche globale. Donc, on a bien besoin à la fois de cet apport méthodologique et de cet apport industriel. Ça ressemble à ce qu'on entendait ce matin du concept d'un appel à commun plutôt qu'un appel à proposition, parce qu'on est vraiment sur un intérêt commun de définir cet indicateur qui va être extrêmement structurant, comme l'avait indiqué Hélène Valade dans une des tribunes d'appel à ce genre de choses il y a 6 mois. Écoutez, moi je vous propose d'adresser vos questions, parce que peut-être, bon, il me semble que Alexandre a été très clair sur la dimension le fait du monde politique et scientifique qui a à se trouver aussi des repères de représentation commune, et ce n'est pas strictement une affaire d'expertise. Peut-être est-ce que là-dessus, Alexandre, tu veux revenir, ou est-ce que ça ne va pas être fructueux de traiter ce sujet le coût et la valeur, parce que je pense qu'on n'a pas forcément pris le temps d'expliciter cette idée qui guide énormément l'action de la chaire comptabilité écologique, qui est de penser la notion d'amortissement, c'est-à-dire de considérer la dette à rembourser. Ce qu'il y a, c'est que, alors, c'est que la comptabilité est parcourue par un débat fondamental entre valeurs, qu'on appelle la juste valeur, et de l'autre côté les coûts, avec les IFRS qui ont fait un choix historique qui est d'aller vers ce qu'on appelle la juste valeur. Et je ne veux pas du tout rentrer justement dans ce débat technique par rapport à ça. De façon plus générale et philosophique, entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment 2 logiques qui parcourent d'ailleurs toute l'économie, hein, ce n'est pas du tout un problème comptable, qui est une vision qui est montée en puissance justement. Alors si on pourrait faire une généalogie évidemment avec le courant de l'économie néoclassique, qui s'est emparé des enjeux extra-financiers par les externalités, qui a commencé dans les années 60 à transformer les problématiques environnementales et les aspirations aux problématiques socio-environnementales en termes il y a des imperfections de marché, et donc il y a des valeurs qui ne sont pas représentées par les marchés, donc on appelle ça la valeur de non-marché, et on va essayer de structurer ça. Il y a même eu d'ailleurs des travaux par rapport à ça sur la réponse en fait au rapport Halte à la croissance, qui justement essayait de dire, donc le rapport Meadows en 72, qui disait non, on a un problème avec cette vision cette obsession de la valeur en permanence qui doit croître, etc., etc. Et il y a eu en fait 3 prix Nobel qui ont fait un rapport ensuite pour reprendre le rapport Meadows sur des bases qui sont très discutables, en disant non, on peut en continuer comme ça, mais vous avez oublié des valeurs hors marché. Et donc, il y a cette tradition-là, et cette tradition-là, dès les années 70, vous avez des papiers dans Science, vous avez des papiers dans de très grosses revues qui expliquent que ça ne peut pas s'aligner sur une vision en fait, de trajectoire de durabilité. Alors, ça a été poursuivi sur... il y a un projet véritablement de choix de société, c'est-à-dire est-ce que
on reste dans cette obsession d'une certaine recherche de la croissance en disant on va pouvoir tout mettre sous une augmentation de la valeur et tout va pouvoir créer la valeur, ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit il y a des limites. Et donc, pour reprendre le terme du rapport Meadows, à un moment donné, voilà, c'est halt à la croissance, c'est même limits to growth. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font qu'au niveau environnemental, au niveau social, c'est-à-dire le simple fait que j'ai une capacité d'énergie, une capacité sur les risques psychosociaux, des choses comme ça, qui font encore l'objet de travaux en cours, parce que c'est pas le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi toute la sphère psychique, toute la sphère mentale, qui donne lieu aussi donc à une interrogation. Donc il y a des limites. Il y a des limites, et ça, il faut que l'économie arrive à les intégrer. C'est ces limites-là qu'il faut intégrer. Et pour intégrer des limites, si on ne le fait pas, on crée justement de la dette. Donc le problème, c'est comment on représente cette dette, comment est-ce qu'on tient compte de cette dette et comment on réaligne en fait après la finance par rapport à cette problématique-là. C'est ça vraiment l'enjeu fondamental, c'est de faire en sorte que la finance ne parte pas en roue libre. En plus, avec maintenant un point qui est de plus en plus complexe aussi, qui est que, par exemple, on parlait des obligations vertes, de certains produits verts, qui sont quasiment que sur du second marché, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de flux financiers qui arrivent directement sur les entreprises et qui permettent de financer des projets, c'est-à-dire financer des projets pour essayer d'être alignés sur des choses qui ne créent pas de la dette. Donc en fait, c'est ça un des grands enjeux à l'heure actuelle. En fait. Merci beaucoup. On essaie en toute modestie de pouvoir traduire ces limites planétaires pour avoir une trajectoire d'action finalement derrière. Et véritablement, l'idée, c'est pas de dire qu'on est arrivé à un travail abouti aujourd'hui, c'est un travail qui est encore en cours de développement. On a lancé la version 1.0, ce qui signifie ce que ça veut dire. On est vraiment en amélioration constante, en développement constant de cet outil GDS. Et on a une approche statique et une approche dynamique dans ce modèle-là, mais effectivement, on essaie d'améliorer étape. Non, mais bien sûr, évidemment. C'est juste pour bien mettre les choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à un outil finalisé aujourd'hui. On est bien dans une logique d'évolution et on a bien conscience qu'on ne pourra pas traduire toute la dynamique de la biodiversité à travers un outil qui se veut quand même synthétique et à viser de décision derrière aussi. C'est juste pour parler aux financiers qui sont un peu demeurés, je veux dire, il leur faut des choses beaucoup plus simples pour pouvoir agir. Je plaisante tout c'est vrai. Et pour autant, moi j'ai quand même vu les travaux de Cécile Renoir et Gaël Giraud sur un index relationnel. Ça ne sont pas totalement, c'est quand même beaucoup d'équations, je pense que vous l'avez vu passer les uns les autres, de même qu'il y a des travaux sur les indicateurs de résilience qui sont travaillés. Donc, ce qu'indique Hélène, moi je suis très sensible comme biologiste parce que il me semble que le potentiel évolutif est quelque chose de très difficile à appréhender. Peut-être que Clément Feguer en parlera dans l'atelier, le V3, parce qu'il est le plus compétent de nous tous, il me semble. Oui, justement, un des travaux de Clément, justement, c'est la comptabilité écosystème-centrée, est faite aussi pour ça, pour tenir compte de ça, et tout le travail dans la chaire en partenariat avec le PCST, notamment, sur ce travail de couplage, tout à fait, et c'est essentiel. Quand, en fait, on considère que les capitaux naturels, il n'y a pas qu'une capital, les capitaux naturels sont des dettes, et qu'à partir de ce moment-là, les actifs sont des emplois de dette, et donc l'amortissement, en fait, c'est une charge, une charge consacrée, correspond à la consommation de l'emploi de la dette. Voilà, c'est parfait, tout le monde a bien compris. Ah ouais, Félicitations. Ceux qui veulent justement bien comprendre cette dimension de terre, c'est l'atelier numéro 2. Et ceux qui veulent répondre et creuser ce cas soulevé et la mieux riche, c'est l'atelier 3. Vous voyez, on a prévu pas mal de kaléidoscopes dans cette démarche-là. Alors d'abord, je vous disais tout à l'heure, une mesure d'impact, honnêtement, il y a tout et n'importe quoi dedans, et donc il faut se faire. Donc il y a attention à ce qu'on raconte en termes de mesures d'impact. Après, sur les différents segments,
Là, ce dont vous parlez, c'est quoi? C'est le marché en fait des entreprises non cotées en fait, et donc c'est tout le marché du capital investissement, du private equity, qui jusqu'à il y a quelques années était complètement à l'écart de ces sujets, notamment l'ESG. Hein, c'est vraiment très nouveau. Voilà, je veux dire que cette intégration, on va dire, ou l'intérêt pour les enjeux environnementaux et sociaux a commencé sur les marchés cotés il y a une quinzaine d'années, à travers notamment l'agence de location financière. Et sur les actifs non cotés, ça existe depuis 4-5 ans, on va dire. France Invest a quand même fait des travaux assez intéressants là-dessus. C'est pas nul. Enfin, il y a vraiment une base. Et c'est évident en plus que l'investisseur là a un droit qui est nettement supérieur à celui qu'il a sur les actifs cotés. Avec ce côté, bon, nous, quand on investit dans une boîte cotée en bourse en France ou aux États-Unis, on détient quoi, 0, quelque chose, 0, des fois 0 quelque chose % du capital. Donc, on essaie de faire des coalitions avec d'autres investisseurs pour pouvoir avoir du poids, mais enfin, ça reste quand même relativement limité. Quand on est investisseur en capital dans des entreprises en côté, on est quelquefois un minoritaire très fort, voire un majoritaire. Et donc, il y a déjà, il commence à y avoir des fonds d'investissement qui sont focalisés sur l'impact. Hein. Donc, vous avez quelques exemples en France, hein, vous connaissez peut-être des gens comme ici, Système Capital, Trust, etc., comme quelques autres, qui justement mettent cet impact au cœur de leur relation investisseur entreprise dans laquelle on investit, y compris en mettant des indicateurs y compris en structurant la montée au capital en fonction de l'atteinte d'indicateurs d'influence. Et donc, voilà, on rejoint ce fait que c'est sans doute une zone très prometteuse. Pour terminer, je vous propose d'aller juste nous dire quelles sont vos attentes du point de vue politique. On va évoquer très rapidement cette taxonomie européenne qui permet de discriminer les entreprises du point de vue de leur prise en compte carbone, essentiellement des gaz à effet de serre. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez? Et parce que Alexandre a parlé de la perspective d'une vision européenne, d'une structuration européenne d'intérêts différents. Est-ce que vous sentez qu'il y a l'émergence de quelque chose d'alternatif? Et vous avez créé Finance for Tomorrow, vous êtes dans l'initiative Recovery. Donc, quel est le point d'appui sur lequel vous comptez pour faire bouger les lignes, peut-être avec une espérance qui est à l'échelle européenne? La taxonomie, je pense que c'est. Il faut pas considérer que c'est une fin en soi. La taxonomie en tant que telle, c'est juste un langage, une grammaire commune pour se dire qu'est-ce qui est vert, en tout cas, quelles sont les limites qu'on peut se fixer, industrie par industrie, secteur par secteur, pour dire aujourd'hui, dans l'état actuel des savoirs, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui peut être considéré comme vert, sachant que l'on est dans une dynamique, et d'ailleurs, l'idée de la décision de la Commission européenne de créer cette plateforme pour l'investissement durable, c'est en cours de constitution, qui va avoir pour objectif de faire vivre cette taxonomie dans le temps. Ce n'est pas juste une photographie à un moment donné. Cette taxonomie a la vocation à aller au-delà du climat. On avait décidé de commencer par le climat parce qu'on pensait que c'était la chose la plus simple pour le démarrage. L'idée, c'est d'intégrer progressivement l'ensemble des autres sujets de l'environnement, puis éventuellement les sujets sociaux dans le deuxième temps. Voilà, ça donne un cadre. Ensuite, nous allons qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc, ça peut être utilisé dans des questions comptables. Par exemple, une des utilisations, c'est faire réallouer du capital. Donc, il y a le projet de créer un écolabel européen pour les produits financiers. Donc, l'équivalent de l'écolabel qu'on trouve sur les machines à laver ou sur d'autres produits. L'idée, c'est cette même structure d'écolabel, la positionner sur le fonds d'investissement. Et c'est en cours de discussion. Alors, le problème, c'est que c'est dans voilà, la façon dont on va utiliser cette taxonomie. Est-ce qu'on va réussir à en créer des outils réellement applicables derrière? C'est ça qui est l'enjeu. Par exemple, sur l'écolabel,
les ONG poussent aujourd'hui à l'extrême à vouloir qu'un fonds d'investissement soit déclaré vert et l'écolabel uniquement s'il a plus de 50% d'entreprises qui sont dans le cadre de la taxonomie. C'est très bien, sauf que ces fonds d'investissement n'existeront pas. C'est juste pas possible. On ne peut même pas les créer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont orientées dans le vert. Donc, on peut très bien avoir une très bonne taxonomie au départ, une très bonne grammaire, qui va fabriquer des phrases qui ne peuvent rien dire. C'est un peu ça le sujet qu'on demande. Oui, on parlait encore de candidats, mais ça peut bouger peut-être vite. En fait, c'est ça que ça veut dire, c'est que ça va pouvoir. C'est une question de dynamique, c'est une question de dynamique qu'on a posée sur les collabels, en l'occurrence, c'est de dire qu'il faut absolument avoir des pourcentages de verts qui sont cohérents avec la situation actuelle. Donc, le marché est à évoluer dans le temps. On va dire, voilà, aujourd'hui, on va appeler vert un produit qui a 30% de verre sur la taxonomie, et puis on annonce d'emblée que dans 2 ans, c'est 35%, donc à 4 ans, ça sera 40%, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on donne une trajectoire. Merci, Sophie. Oui, moi je pense qu'il y a déjà quelques signaux au niveau européen. On a la stratégie pour la biodiversité 2030, on a la stratégie de la permaculture pour l'alimentation, qui sont déjà des marqueurs. Après, au niveau français, on a des initiatives, entreprises engagées pour la nature, avec territoire et partenaires engagés pour la nature. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas eu d'objectifs quantifiés à l'échelle internationale, on espère que ce n'est pas l'année 2020 qui annonce l'année de la biodiversité, mais on espère l'année 2021, puisque le Congrès mondial de la nature a été encore repoussé. Il n'aura pas lieu en janvier, a priori, donc ce sera bien l'année suivante. Et donc, voilà, en fait, on attend surtout que des objectifs quantifiés soient fixés pour ensuite des déclinaisons à l'échelle des différentes régions économiques, y compris l'Europe, qui seront ensuite déclinées à l'échelle des États membres et donc à l'échelle française. C'est bien ça qui va lancer un peu un effet pilier, un effet levier, on espère, sur toute cette dynamique de mesure des impacts, empreintes, comptabilité, etc. Merci, déjà, en fait, pour reprendre ce qui a été dit au début, c'est que déjà, il y a un enjeu de souveraineté au niveau européen sur tous ces enjeux-là, et de diffusion aussi plus citoyenne, et que la presse, d'ailleurs, s'en parle plus, parce que, par exemple, actuellement, ce conflit quasiment ouvert entre les États-Unis et l'Union européenne sur la normalisation extra-financière, en fait, on ne parle quasiment pas, alors que c'est quand même un sujet assez central. Donc, qui est une reprise aussi citoyenne de ça, une souveraineté, et un axe clair sur une volonté de, je pense, ce que je disais d'ailleurs, vraiment des enjeux écologiques réels, forts, socio-écologiques réels et forts, dans une certaine tradition aussi comptable et financière européenne historique. C'est revenir aussi à certains fondamentaux. Il y a une tradition très forte qui a été un petit peu oubliée ou mise de côté, donc revenir aussi à certaines choses. Et le dernier point, c'est que la France est très à l'avance sur un certain nombre de points, que ce serait bien aussi que la France garde en fait justement un peu se dit voilà, on va tester des choses de façon à pouvoir voir après au niveau européen si on peut le reprendre. Donc voilà, garder cette idée de cette avance pour expérimenter et faire en sorte que l'Union européenne aussi s'alimente de cette avance. Merci beaucoup à tous les trois. Encore merci, je vous propose d'applaudir. Ça, c'est très riche. Et donc, il y a d'autres personnes qui suivent ce qui se passe, parce que vous avez pu réagir. Nous avons bien rendez-vous tout à l'heure avec nos amis qui sont dans la salle, Sébastien et Gabriel, avec Pointe Noire, et ensuite pour voir les films d'animation qui seront présentés par par l'école Estienne et Emmanuel Thieu. Donc, surtout, revenez bien effectivement tout à l'heure